Je ne me sens pas à l'aise en présence de mon avocate. D'accord, pas de problème. Nous avons un mandat d'arrêt contre vous. Je n'ai pas de téléphone. Il a été détruit, en fait. Un juge vient de rendre des décisions cruciales dans l'affaire contre Allison Aviman Niedrich, une ancienne enseignante du New Jersey, inculpée de 7 chefs d'accusation pour des allégations d'abus sexuels sur un élève. Certains témoignages clés seront désormais acceptés. D'autres déclarations seront exclues du procès. Nous recevons l'avocat Bob Hilla en studio pour analyser la signification de ces décisions dans cette affaire. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Une décision majeure a été prise au tribunal du comté de Monmouth, New Jersey. C'est une décision qui pourrait changer le cours d'une affaire impliquant un ancien professeur de collège accusé de crimes d'abus sexuels qui ont choqué toute cette communauté. Donc c'est très important. Un juge vient de statuer sur les preuves que les jurés entendront si cette affaire est jugée. Maintenant, pour comprendre pourquoi c'est important, il faut commencer depuis le début. Une nuit d'été, en juin 2024, des détectives sont arrivés dans une maison à Jackson Township, New Jersey, filmant la suite avec leur caméra corporelle. Bonsoir. Détective Hernandez, police de Rioboro. Allison est-elle là? Oui, puis-je lui parler, s'il vous plaît? Non, nous allons lui parler ici. Merci. Bonjour. Salut Michel, ça va? Inspecteur Hernandez, police de Free Hill. Inspecteur Correa et Hobbs. Tu sais pourquoi on est là? Non? Une idée? Tu veux t'éloigner de la maison? Je préfère ne pas en parler sans mon avocate. D'accord, pas de problème. Nous avons un mandat d'arrêt contre vous, donc nous allons vous emmener. Cette femme dans la vidéo est Allison Aviman Niedrich, enseignante en éducation spécialisée de 44 ans. Ce qui paraissait une simple arrestation discrète était en réalité bien plus important. C'était une enquête approfondie sur l'une des accusations de maltraitance enseignante-élève les plus troublantes que nous ayons couvertes dans l'émission. Comment en est-on arrivé là? Au début de 2024, Allison Aviman Niedrich paraissait une mère de banlieue et enseignante respectée, non? Elle enseignait l'éducation spécialisée à l'école intermédiaire de Freehold, comté de Monmouth, New Jersey. Mais cet été-là, elle serait arrêtée en pleine nuit, accusée d'avoir manipulé et agressé sexuellement l'un de ses élèves de 8e année. Selon Jersey Shore Online, une mère dont le fils était ami avec la victime présumée a confié qu'en février dernier, son enfant avait dit que son ami fréquentait la fille d'une enseignante. Elle s'est donc vite rendue compte qu'il ne s'agissait pas du tout de la fille de l'enseignante. C'était l'enseignante elle-même. Le même parent a déclaré qu'elle a découvert que des photos inappropriées étaient échangées avec la prétendue victime, puis elle l'a signalé au directeur adjoint de l'école. Et malgré ces avertissements, Havim et Niedrich sont restés en classe, continuant à travailler auprès des élèves. D'autres enseignants semblaient également remarquer des signaux d'alerte. Lors d'une audience en juillet 2024, les procureurs ont affirmé qu'une enseignante avait vu cette femme frotter le dos et la nuque du garçon de 15 ans, lui toucher la jambe et flirter avec lui. Selon les enquêteurs, cette relation a vite tourné au bien plus grave. Après avoir fouillé le téléphone de la victime présumée, ils affirment que Havim et Niedrich et ce garçon ont échangé la somme stupéfiante de 25 000 messages textes en seulement quelques mois. Pensez-y. Ils disent que des milliers de ces messages étaient de nature sexuelle. Beaucoup comprenaient des photos et des vidéos explicites. Le garçon a ensuite déclaré aux enquêteurs qu'ils avaient eu diverses activités sexuelles chez elle et dans des hôtels. La police a ensuite confirmé les visites à l'hôtel grâce aux données système de positionnement global de son téléphone. Le 27 juin 2024, juste avant minuit, les enquêteurs sont arrivés chez les parents de Havim et Niedrich à Jackson Township, New Jersey. Toute la scène a été enregistrée par la caméra corporelle et elle est sortie calmement, pieds nus, écoutant les policiers lui parler. Oui, je dois te me noter. D'accord? Très bien. Les articulations sont très fragiles. Je ne vais pas te faire de mal, d'aucune manière que ce soit. Ça va se passer en douceur. D'accord? Ça va toujours?
Mon mari est ici avec mes enfants. D'accord, merci. Et je vois vos parents là-bas. Oui, mes parents et mes enfants sont là et vont bien. Très bien, faites-moi une faveur, faites comme ça. J'ai de gros soucis de santé, désolé. D'accord, pas de problème. Oui, peux-tu lui faire savoir? Peux-tu prendre mes antibiotiques sur le comptoir? Ce sont les mêmes comprimés pourtant. L'autre boîte était juste vide, donc je veux juste... D'accord, pas de problème. Je suis la personne qui s'occupe de mes parents. D'accord. Elle va à son commissariat de police à Freehold. Oui. Connaissez-vous leur numéro? Mes parents? Oui. D'accord. Et ils ont le numéro de mon avocate? Devrais-je garder ça avec moi aussi? Si tu ne le fais pas, si tu ne le sais pas par cœur, Je ne connais pas le numéro de téléphone de mon avocate. ouais, je te recommande fortement de l'avoir parce que de cette façon, C'est mon mari, il sait où il est. ouais, dis-lui juste quoi prendre. Allez-y, monsieur, vous pouvez retourner. On ne peut pas les combiner, d'accord? Et celui-ci? J'ai besoin du papier rouge scotché à l'armoire avec le nom de mon avocate et de la pasteur Denise, s'il te plaît. Je prends de l'aspirine pour bébé tous les jours pour mon cœur. On peut le mettre dans l'un, non? Non, je ne veux pas mélanger. C'est un récipient séparé. Tu peux aussi prendre l'aspirine pour bébé? Merci. Elle veut juste rester. Nous allons discuter avec les avocats et les procureurs du comté de Mammoth pour voir ce qui se passe. Ce n'est pas à nous de décider. D'accord? Ah, désolé. Nous ne savons pas. Suite à la réforme de la caution, nous ne prenons plus cette décision. Certainement pour la nuit? Très bien. Sortez, s'il vous plaît. C'est un peu étroit car la porte ne va pas plus loin. Venez par ici. Merci. Par là. Tout droit. Et à droite, et puis cette porte. Laissez-moi prendre le mandat. Au départ, les procureurs ont inculpé Avim et Nidrik de 2 chefs d'agression sexuelle. Après examen de toutes ces preuves, un grand jury du comté de Monmouth a émis un acte d'accusation plus grave. Cela incluait agression sexuelle aggravée, agression sexuelle au second degré, mise en danger d'un enfant, production et possession de matériel d'abus sexuel sur mineurs, ainsi qu'inconduite officielle. Les accusations de pornographie infantile peuvent entraîner des décennies de prison potentielle. Les procureurs veulent aussi alourdir la peine pour inconduite, affirmant qu'elle a abusé de son autorité d'enseignante. Elle a maintenant plaidé non coupable. Elle a été libérée en détention à domicile, vivant chez ses parents sous des conditions strictes, notamment l'interdiction d'entrer en contact avec la victime, de voir des mineurs sans surveillance et d'utiliser les réseaux sociaux. Quelques mois plus tard, la juge Jill Grace O'Malley a pris 2 décisions majeures sur les preuves que le jury pourra examiner. Pour m'aider à tout expliquer, j'invite un invité spécial, l'avocat Bob Alla, présent en studio. Bob, ravi de te voir et merci d'être là. Jesse, c'est un plaisir d'être ici avec toi. Quelle est la gravité de ces chefs d'accusation, notamment l'agression sexuelle aggravée et l'inconduite officielle? À quel point ces accusations sont-elles graves en termes de peine potentielle si elle est reconnue coupable? Eh bien, ce sera certainement le cas si une peine consécutive est imposée ici, s'il y a une raison pour que le juge soit vraiment sévère avec elle. Cela prend beaucoup de temps. Une accusation de premier degré dans le New Jersey, c'est 10 à 20 ans d'essai littérature. Une accusation de deuxième degré va de 5 à 10 ans, et une accusation de troisième degré peut aller jusqu'à 5 ans. Ici, il y a 4 accusations de deuxième degré, passibles de 10 ans au maximum.
Vous avez 2 accusations de premier degré avec un maximum de 20 ans. Avec l'accusation de troisième degré, si les peines maximales sont consécutives, cela fait 85 ans au total. Et je crois qu'il y avait une proposition de plaidoyer dans cette affaire d'environ 12 ans. Cela aurait pu être une bonne affaire selon ce dont vous parlez. Je reste perplexe sur la défense à venir. On parle de 20 000 messages. 20 000 messages. Quel genre de défense peut expliquer ça? Un témoignage oral diffère des images de vidéosurveillance et les messages apportent encore un autre niveau de preuve. C'est dur de s'en sortir. Tu dis que quelqu'un a piraté ton téléphone? Il y a une explication simple pour 20 000 messages. Eh bien, le nombre en lui-même va constituer un facteur aggravant énorme. Et est-ce que le jury voit les 20 000 messages ou pas? Ils sauront qu'il y en avait 20 000. D'accord. Que le juge autorise ou non, parce que rappelez-vous, dans le New Jersey comme dans d'autres États, le juge a le contrôle sur la procédure. Le juge autorise et il est le garant des preuves. Donc vous savez, le juge ne va pas obliger un jury à rester là pendant des semaines pour passer en revue 25 000 messages, mais il accordera beaucoup de latitude au procureur de l'État, à condition que les éléments soient recevables pour aborder des choses qui donneront une image précise de ce qui soutient les accusations. Quelle est la défense face à tout cela? Quelle est la défense face à ces accusations? Ça va être une affaire difficile pour la défense. Évidemment, dans un premier temps, on va essayer d'écarter les preuves. Mais il y a déjà quelques problèmes de ce côté-là pour la défense. Ici encore, le problème est qu'il s'agit d'un élève de 8e année. Vous avez affaire à une personne de 44 ans. Le fait qu'il soit un homme et qu'elle soit une femme ne fait aucune différence selon la loi actuelle. Donc la question serait de savoir si, normalement, une relation consentie, mais ici, l'écart d'âge doit être de 13 à 16 ans. Et cette victime se situe dans cette tranche pour justifier l'infraction. Donc cela seul, en ce qui concerne le contact sexuel, s'il y avait ici une question de pénétration, ce qui aggraverait l'infraction au premier degré, tout cela sera difficile à contourner pour la défense. Et d'ailleurs, pour être clair, lors d'un procès, cet enfant devrait témoigner à la barre et être soumise au contre-interrogatoire par son avocat, n'est-ce pas? C'est ça. C'est dur. Eh bien, pas forcément. D'accord? Si, par exemple, il a fait des déclarations à quelqu'un dans le cadre de ce qu'on appelle l'exception de plainte récente. Ce n'est pas vraiment une règle de preuve, mais c'est similaire à l'exception de la déclaration spontanée que l'on connaît dans le cadre du oui-dire. Et cela signifie qu'il y a un facteur de fiabilité dans une déclaration spontanée qui est faite. Dans ce cas, il s'agirait d'une exception pour plainte récente où les détails peuvent être admis. Maintenant, s'il s'agit d'une situation où il y a un facteur de stress lié aux questions de l'affaire, alors dans cette circonstance, les détails peuvent être admis. La personne n'a pas à témoigner, mais l'État peut l'utiliser dans sa présentation principale. Il y a donc une distinction importante à faire. Si ces discussions avec un tiers proviennent d'une victime d'infraction sexuelle ou de maltraitance d'enfants, et que c'est encore frais dans l'esprit de quelqu'un, alors le tribunal doit faire une analyse et se demander est-ce que ces éléments peuvent être admis? Maintenant, si ces éléments sont admis, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir la victime. Et il peut y avoir des moments où vous souhaitez avoir cela ou non. Je crois que plus la victime est âgée, plus elle témoignera probablement. Et je pense que dans ce cas, il est probable qu'ils seront inscrits comme témoins. C'est juste. Ne crains-tu pas de heurter le jury en interrogeant une victime aussi jeune ou présumée? Il est très difficile pour un avocat de la défense d'interroger une victime, surtout une victime mineure, dans une affaire d'agression sexuelle, parce que le jury va d'abord s'identifier au témoin et non à l'avocat. Donc même s'ils s'attendent à ce que l'avocat traite le témoin équitablement, qu'il aborde des points qui peuvent être importants dans l'affaire qu'ils doivent juger, ils doivent s'assurer ou vérifier que l'avocat n'en fait pas trop, qu'il n'essaie pas d'intimider le témoin ou de faire des suggestions sur le témoignage du témoin qui ne sont pas justifiées. Oui, dans ce cas, le contre-interrogatoire échouera. Je souhaite revenir sur l'accord de plaidoyer évoqué. Selon les informations, un accord lui a été proposé. L'accord de plaidoyer proposé était de plaider coupable d'agression sexuelle aggravée et de purger 12 ans dans une prison de l'État du New Jersey.
D'après Jersey Shore Online, cette peine relèverait de la loi No Early Release Act, qui impose aux personnes reconnues coupables de certains crimes violents de purger au moins 85% de leur peine avant d'être éligibles à une libération conditionnelle. Quand on pense à cela, on se demande si elle a refusé cette proposition, pourquoi elle l'a refusée, et d'ailleurs, comment une telle offre est-elle faite? Ce dont elle est accusée est plutôt odieux. Quels avantages les procureurs ont-ils à proposer un accord et pourquoi aurait-elle refusé ou prétendu refuser? Eh bien, je pense que le problème ici, c'est que, de manière générale, si les faits découlent de la même série d'événements mais soutiennent des chefs d'accusation différents, ce que les tribunaux feront, c'est qu'ils feront courir ces peines. S'il y a une déclaration de culpabilité, bien sûr, vous savez, il faut que cela soit établi. Ensuite, le tribunal doit procéder à une analyse de la peine. Et ensuite, il doit examiner quelle est la fourchette pour les différentes accusations. Maintenant, la véritable question dans beaucoup d'affaires pénales concernant la peine est la suivante. Est-ce que c'est consécutif ou est-ce que c'est simultané? Si c'est simultané, alors on regarde toutes ces accusations regroupées. Quelle est la peine maximale possible et quelle est la probabilité que le tribunal impose une peine dans cette fourchette? Donc si c'est de 10 à 20 ans pour un premier degré, la question est, et vous devez purger 85% de la peine, ce qui est correct dans le New Jersey, alors la question devient, est-ce que vous aurez quand même ces 12 ans dans ces circonstances? Ou est-ce que vous prenez quelque chose de plus que ça? Cela pourrait-il être 15 et est-ce consécutif? Le problème pour la défense ne sera pas seulement l'accusation d'agression sexuelle aggravée, mais aussi celle de fabrication de pornographie enfantine. Et le problème, c'est que ça, en fait, un crime du premier degré. Donc, vous avez deux crimes du premier degré qui sont vraiment, même s'ils sont liés par une relation continue entre l'accusé et la victime, ce sont en réalité des chefs d'accusation différents où un tribunal pourrait imposer des peines consécutives pour ces deux chefs, alors que pour les infractions connexes, qui sont d'une gravité moindre, vous savez, elles seraient probablement englobées dans une application concurrente des peines par le tribunal. Cela ne veut pas dire qu'elle pense « j'ai une bonne affaire, je vais gagner ». Pas nécessairement. Je n'arrive pas à croire, et vous savez, elle a un bon avocat de la défense dans cette affaire, quelqu'un qui travaillait auparavant avec les avocats commis d'office et qui essaie maintenant dans un très bon cabinet de défense pénale dans le New Jersey. Je n'arrive pas à imaginer qu'il soit vraiment convaincu d'obtenir un succès sur ses chefs d'accusation pour un acquittement. Et je pense qu'il y a probablement beaucoup de discussions en cours avec le bureau du procureur du comté de Monmouth pour essayer de voir quelle direction ils vont prendre à ce sujet. J'aimerais évoquer un autre aspect triste de cette affaire. Donc, Jersey Shore Online a rapporté que pendant le cours de cette enquête, la victime présumée dans cette affaire a subi une crise de santé mentale, a été hospitalisée et aurait même demandé à la police de garder son téléphone pour éviter d'être contactée à nouveau. Quand vous pensez à cela, comment l'hospitalisation de la victime présumée, cette crise de santé mentale, influence-t-elle la perception de la gravité de cette affaire et aussi ce que cette personne témoignera lors d'un procès? Eh bien, cela aura certainement un grand impact lors de la condamnation. Mais avant d'en arriver à la condamnation, il faut d'abord établir la culpabilité. Ces facteurs seront pertinents, par exemple pour certains aspects, comme l'exception de plainte récente à la règle du oui-dire. Et vous savez, une déclaration faite à une tierce personne pourrait être admise, ce qui peut essentiellement corroborer le témoignage de la victime. Vous savez, donc en ce qui concerne le fait que cette personne était ou non sous le coup du stress et n'a pas eu l'occasion de réfléchir à ce qu'elle allait dire à cette tierce personne et d'inventer, parce que c'est la norme, alors cet aspect entre en jeu dans l'affaire à cette fin. Aussi, la nature du crime peut être pertinente en ce qui concerne les preuves et les éléments qui sont présentés. Le jury devra s'y adapter. Je passe maintenant aux décisions, c'est la grande nouvelle. Donc, la juge de la Cour supérieure, Jill Grace O'Malley, a décidé que le témoignage de la mère de la victime présumée sera autorisé. Selon Jersey Shore Online, elle a témoigné à une audience préliminaire sur le moment où son fils l'a rejointe après avoir vu la police en juin 2024. Elle a dit que la police lui avait demandé d'amener son fils au commissariat, où ils ont seulement indiqué qu'un enseignant avait été inapproprié avec lui.
Donc, l'adolescent a été interrogé en privé et ensuite, elle a signé un formulaire de consentement permettant aux enquêteurs de fouiller son téléphone. Et selon cette mère, son fils s'est excusé et a admis qu'il ne sortait pas avec la fille de l'enseignante, comme beaucoup dans la communauté le pensaient, mais avec l'enseignante elle-même. Il a affirmé avoir eu des rapports sexuels au moins 2 fois dans la voiture de Niedrich et qu'elle l'avait menacé de le dénoncer au directeur s'il l'ignorait. Plus tard, le juge O'Malley a statué que ce témoignage était recevable en vertu de ce dont vous parliez, la doctrine du Fresh Complaint du New Jersey, qui permet aux jurés d'entendre comment une victime a révélé des abus à une personne de confiance dans un délai raisonnable après les faits présumés. Quelle est l'importance de cette décision? C'est une décision importante avec 2 conséquences, selon sa nature. Et il faut d'abord considérer la notion de oui-dire. Le terme oui-dire, on l'entend souvent au procès, non? Le oui-dire, très simplement, c'est quand vous faites une déclaration à une tierce personne et que cette tierce personne rapporte ce qui a été dit, vous ne pouvez pas contre-interroger cette déclaration. Vous pouvez contre-interroger ce témoin, mais vous ne pouvez pas contre-interroger la personne qui a fait cette déclaration dans ce contexte. Mais il existe certaines exceptions. Donc lorsqu'un juge examine le oui-dire et décide si certains oui-dire seront acceptés en vertu d'une exception, tout repose sur la fiabilité, la pertinence et l'équité. Le juge doit examiner cela ici. Parce que vous ne voulez pas traverser un procès. Traverser un procès pour infraction sexuelle sur mineur, puis le voir annulé et devoir tout recommencer depuis le début. Donc le juge va prendre cela en compte. Et je pense qu'ici, elle a bien fait d'organiser une audience pour entendre ce témoignage, car cela devient un abus de pouvoir discrétionnaire de la part du juge et non une simple erreur, puisqu'elle évalue maintenant la crédibilité et c'est elle qui est la mieux placée pour juger de la crédibilité, pas une cour d'appel plus tard, en ce qui concerne ce qu'a dit la mère. Il existe 3 situations où cette nouvelle plainte peut être utilisée. La première, moi, comme je vous l'ai expliqué, c'est lorsqu'elle s'apparente à une déclaration spontanée. Vous savez, la personne est sous pression, c'est encore frais dans son esprit. Il y a une proximité dans cela, et il n'y a pas l'occasion de réfléchir à ce qu'ils vont dire à cette 3e personne et de l'inventer. Et dans ce scénario, comme nous l'avons dit, tout arrive, les détails, tout. Et cela va être important parce que cela va corroborer, si la victime témoigne, cela va aussi le corroborer pour le jury. Vous savez, ils auront cette autre source. L'autre domaine où cela peut intervenir, c'est lorsque vous n'avez pas ces facteurs d'excitation, de stress, de délibération. Et dans ce cas, cela peut être utilisé pour suggérer qu'une déclaration a été faite. Parce que ce que le tribunal ne veut pas, c'est que le jury dise « Si nous n'entendons rien à propos de cet enfant disant quoi que ce soit à qui que ce soit, nous ne voulons pas arriver à la conclusion erronée que t'es pas mal. » Que si c'était vraiment grave et que tout cela était vraiment grave et se produisait, ou si cela s'est vraiment produit, vous savez pourquoi n'en a-t-il parlé à personne? Donc, dans ce contexte, vous êtes autorisé à obtenir des preuves, mais vous devez limiter les détails afin qu'il y en ait juste assez pour parler du sujet de la plainte, pour que le jury ne reparte pas avec cette perception. Notre perception n'a-t-elle pas changé à ce sujet? Je vois cela tout le temps dans les affaires d'abus sexuels et d'agression, où je pense qu'il y a une compréhension plus profonde du fait que quelqu'un pourrait ne pas le signaler immédiatement ou n'en parler à personne. Ce n'est pas nécessairement retenu contre la prétendue victime. Je pense qu'on en prend davantage conscience. Je veux dire, je pense que le mouvement MeToo a aidé à souligner cela parce que, des années plus tard, ces personnes se manifestent et sont autorisées à témoigner devant le tribunal, ce qui aboutit à des condamnations grâce à cela. Surtout lorsqu'il s'agit d'un enfant, et le juge, je pense que dans ce cas, a très bien évalué cela. Les enfants sont plus enclins à ne pas se manifester parce qu'ils ont peur, vous savez, ils sont inquiets, ils sont embarrassés. Donc il est plus probable qu'ils ne vont pas en parler. Et je pense que le jury spéculerait probablement là-dessus, et il se rangerait sans doute à ce genre de conclusion. Le juge O'Malley a aussi statué que certaines déclarations faites par elle et par Havemann Niedrich après son arrestation en juin 2024 ne seront pas utilisables par les procureurs au procès. Et la question portait sur des images de la caméra corporelle qui montraient qu'elle avait ou aurait eu ce qui semblait être une conversation informelle avec le détective Samuel Hernandez de Freehold Borough alors qu'elle était en garde à vue. Les sujets incluaient le téléphone de sa fille et son usage de BARC, une appli de contrôle parental.
Et bien que l'échange ne semblait pas être un interrogatoire formel, le juge O'Malley a estimé que les circonstances étaient importantes, que Haviman Kniedrich avait déjà demandé un avocat et n'avait pas été informé de ses droits Miranda. Selon Hernandez, Haviman Kniedrich a expliqué comment elle surveillait le téléphone de sa fille via l'application BARC. Les procureurs ont soutenu que ce détail était important parce que les enquêteurs ont ensuite découvert ou trouvé des preuves suggérant qu'elle aurait pu utiliser le téléphone de sa fille pour contacter la victime adolescente dans le cadre d'une prétendue tromperie, selon laquelle la victime pensait, encore une fois, être en relation avec sa fille et non avec elle. Mais le juge O'Malley a reconnu que l'information aurait pu être importante, mais il a souligné qu'elle avait été obtenue sans les garanties de l'avertissement Miranda. N'est-ce pas, décision? Oui, je pense que le juge a eu raison. Je pense que ce que fait la juge, c'est qu'elle fait très attention dans cette affaire et qu'elle essaie de s'assurer que s'il y a une condamnation ici, ce ne sera pas le résultat d'une erreur de sa part. Et je pense que là où nous avons parlé de l'analyse de la plainte récente, où la juge devait examiner la pertinence, l'équité, la fiabilité, ici, la juge doit examiner le comportement de la police et l'évaluer, ainsi que l'intégrité, le maintien de l'intégrité du système et du résultat. Donc l'accent est complètement différent ici en ce qui concerne l'évaluation de l'admissibilité de ce témoignage. Et je pense qu'il n'y a pas eu de Miranda, et le fait qu'elle ait demandé un avocat et qu'on ne lui en ait pas encore fourni un, puis il commence à engager une conversation. Le juge avait totalement raison à ce sujet et cela aurait dû être révélé. Maintenant, la question est, y a-t-il d'autres preuves ou par d'autres moyens, l'État peut-il le prouver? Ils le peuvent probablement dans ce cas. Même si cela pourrait sembler une victoire pour le prévenu, ce ne sera peut-être pas une grande victoire. Eh bien, elle doit revenir au tribunal le 14 octobre pour une audience et nous suivrons de près ce qui se passera ensuite. Bob Hilla, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je vous remercie. Merci. C'est tout pour aujourd'hui sur Sidebar. Merci à tous de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou votre plateforme de podcast habituelle. Suivez-moi sur Instagram ou X. Je suis GC Weber. À la prochaine.